Alors, bonjour tout le monde, Fred Savard avec vous pour l'épisode 4 de la balado. Un épisode qui a passé proche de ne pas avoir lieu. Je salue mes acolytes, Godefroy Norando, Hélène Faradji, bonjour. Salut. Salut Frédéric. Et je salue Arnaud Turia-Cloutier. Est-ce que je prononce bien? Turia-Cloutier. Ouais. Turia-Cloutier, voilà. Ouais. Auteur, un des auteurs de Pour une écologie du 99%. 20 mythes à déboulonner sur le capitalisme. Vous êtes notre invité, notre essayiste invité aujourd'hui. Ouais, je dis que il a passé proche de ne pas avoir d'épisode parce que je me suis encore snappé le dos. Je fais ça des fois. Là, je ne veux pas trop parler de ma vie personnelle, mais c'est ça. Mais vous êtes en douleur. Et là, vous êtes arrivé et Ouais. j'étais à quatre pattes en train de faire mes petits exercices pour me détendre le dos. Ah, c'était des exercices. Oui, Ah, c'était des exercices. J'avais un scénario plus dramatique en tête. Ah, non, mais des fois, je me relève pas. Mais là, voilà, je me suis relevé. Cela dit, ce n'est pas du tout pour solliciter la communauté de la balado s'il y avait des ostéos. J'ai un ostéo qui est extraordinaire et j'espère pas avoir à aller le voir aujourd'hui. Mais sinon, j'irai. Mais tout ça pour dire que j'ai réussi à me relever et m'asseoir sur ma chaise d'animateur et vous offrir ce quatrième épisode. Bravo, Fred. Mais ça, Fred, c'est vraiment la vie du 99%. Hein? Tout à fait. Travailler dur, Avoir C'est mal au dos. attendre. Parce que si j'étais dans le 1%, je serais aux Bahamas. Ouais. Yep. Et vous auriez pas mal au dos. Ben non, je serais parce comme que en vous n'auriez suspension. pas de stress, pas de rien Non, qui fait j'aurais- mal. Voilà. Et je tiens à dire qu'on nous sommes présentement dans un territoire non cédé, mais surtout un territoire loué, c'est-à-dire mon sous-sol de locataire. Et je vais quand même le dire. Donc, j'aimerais céder des choses, mais je ne peux pas. Puisque Ce n'est l'immeuble pas à vous. ne m'appartient pas. Aviez-vous déjà pensé, Fred, dire à votre propriétaire, reconnaître que vous êtes sur son territoire, mais ne plus jamais le payer? Non. On non. devrait tous faire ça. Ben, Ouais. en tout cas, Mais- ça semble fonctionner. Bon, là, on va pas en ajouter sur cette polémique. On va y revenir, cela dit. Ça a été une semaine riche en actualité. Il y a François Legault qui nous a offert le prochain menu. Oui. Et ça promet. Oh, ça va être bien. Oui, alors des petites bouffées d'air frais des années 50 avec un nationalisme d'une autre époque. J'ai hâte de voir. Oh, le chauvinisme, j'ai oui. beaucoup aimé ça. Mais Ça, contrairement, ça c'est Geneviève Guilbeault, évidemment, contrairement à quand elle avait échappé le mot docile, on sent pas là, que c'est un lapsus. Non, ça avait l'air tout à fait assumé. Ouais, voilà. Alors, on verra avant de juger, mais disons qu'on n'a pas beaucoup de confiance. Hein, Godefroy? Eh ben, moi, j'ai vu des choses sortir cette semaine de notre ministre encore Charette et Oui. non, je peux pas être totalement de mauvaise foi encore une fois. Ah non, par rapport aux hydrocarbures? Oui, Ouais, mais ça... pas juste ça, Fred, il y a d'autres choses. Puis si jamais mais on c'est a- qu'il n'y en a pas, Godefroy. C'est ça l'affaire. C'est comme, je pense que c'est Michel Sauger qui disait, c'est comme si l'Arabie Saoudite Mhm. allait annoncer qu'elle n'allait plus exporter d'eau potable d'autres sources. Il n'y en a Mhm. pas. Il y a quand C'est ça. même 182 permis qui ont été vendus. Puis, Oui, mais regardez ce qui va arriver, c'est qu'eux, ils vont être compensés. Fait que Mhm. finalement, ça va quand même nous coûter des milliards sans hydrocarbures. mais je pensais plus, Fred, au revampement du règlement qui va imposer dans les prochaines années Ouais. aux compagnies de prévoir le recyclage, par exemple, des batteries des voitures. Et ça m'a semblé très, très intéressant. Puis si on a le temps, je vous en parle tantôt. Arnaud Turia-Cloutier, qu'est-ce que ça vous dit, ça, que le gouvernement annonce qu'il n'y aura plus d'exploitation des hydrocarbures? Avez-vous l'impression que c'est quelque chose d'honnête, de senti, ou, comme il n'y en avait pas, c'est juste du greenwashing d'une certaine façon? Ben, c'est la première chose qu'il fallait faire, mais évidemment, il n'y a pas de gros enjeux. Il y avait des Voilà. permis, il va falloir éventuellement affronter ces entreprises-là qui Oui. vont vouloir demander des compensations. Oui. Je pense que la moindre des choses, ce sera de dire, ben non, on ne vous donne pas des compensations pour de l'argent. Mais ça, que vous- c'est là que j'ai l'impression de ne pas avoir beaucoup confiance. De toute façon, on va reparler de tout ça parce que c'est un des aspects qui est apporté dans votre livre pour une écologie du 99%. Mais on va commencer avec Hélène parce que Hélène, vous avez fait ce que beaucoup de gens, beaucoup de geeks Mhm. rêvent de faire. Ben oui, je sais. C'est-à-dire, vous êtes allé voir Dune. Exactement, puis c'est un gros menu, hein. On s'attaque quand même à l'événement cinéma de l'année. Ouais. Non, c'était pas Maria Chapdelaine, bizarrement. Non, c'était Dune. Dune qui est en salle depuis vendredi, donc hier pour, Ouais. pour nos auditeurs et auditrices, qui a été campagne de promotion, mais démentielle, qui a commencé au mois de septembre, quand le film était présenté à Venise. Vous le savez, hein, c'était censé être l'événement de 2020. Finalement, c'est celui de 2021. Il est sorti ailleurs dans le monde depuis le 17 septembre. Il a déjà récolté 117 millions. C'est quand même pas quand mal. 37,9 millions en un week-end. Ça a coûté combien? Ça a coûté dans les 165, quelque Ah, chose ok, comme fait ça. qu'ils sont- ils Et pour la- vont être break-even. Pour l'instant, ça devrait bien aller. C'est un mastodonte de film. Oui. C'est un truc gigantesque. Je vous avoue que je ne l'ai pas tout à fait digéré encore. Ça m'a Ouais. fait comprendre quelque chose, par contre, qu'on peut être béat d'admiration devant une œuvre comme je l'ai été, sans forcément avoir le cœur qui bat, Oh! sans forcément être tombé en amour avec un Intéressant. film.
Ceci dit, je suis obligée de dire que c'est un film comme on n'en voit pas beaucoup dans une vie de cinéphile. Il y a des starlettes qui font frétiller, il y a Timothée Chalamet, il y a Zendaya, il y a des actrices solidissimes, Rebecca Ferguson, Charlotte Rampling aussi, en révérende mère voilée dont on verra même pas le visage. C'est quand même étonnant de se payer Charlotte Rampling et de pas la... 2h35 de récit assez hermétique, mais dopé à l'inventivité pure. Il faut absolument remarquer le travail démentiel du directeur artistique Patrice Vermette, parce qu'on parle beaucoup de Denis Villeneuve, mais Patrice Vermette y est pour beaucoup dans la réussite. Mais ça arrive souvent, ça, quand on parle des c'est les métiers de l'ombre. Oui, voilà. Les directeurs artistiques, les monteurs, les scénaristes, les directeurs photo, en général, on les met sous le chapeau de la réalisation, mais ils font un travail extraordinaire. Puis là, Patrice Vermette... Est-ce que c'est lui, Hélène, qui a travaillé sur Arrival exact. aussi? Exact. Ouais, c'est son collaborateur de longue date. Il va faire le prochain Iñárritu. C'est une des grandes stars du cinéma mondial. Il vient de chez nous, mais on le sait pas. C'est... bref, retenez son nom. Soyons chauvins, bravo! Exactement. Puis ce film-là, honnêtement, il renvoie Marvel dans les cordes de façon assez spectaculaire. On oublie le criard, on oublie la destruction. On y va pour une approche beaucoup plus ocre, entêtante, mystérieuse, froide, parce qu'on est chez Villeneuve et que ça n'a jamais été un partisan de la chaleur. Dopé aux enjeux sociopolitiques aussi. Herbert, quand il a écrit Dune en 65, il n'avait pas choisi par hasard d'évoquer cette planète tout en sable, inhospitalière, où on trouve l'épice, cette espèce de truc qui allonge la vie, qui permet les voyages interstellaires, indispensables. Et donc. Cette réflexion sur le rapport colonial aussi. Voilà, parce que c'est exploité, cette épice, par l'Empire, mais au détriment des gens qui habitent sur la planète, les Fremen. Ça résonne évidemment très fort aujourd'hui. Mais au-delà du film, Dune, c'est un film important parce qu'il va nous permettre d'aborder plein de questions. Le cinéma, c'est génial à cause de ça. Ça permet de parler d'absolument tout. Alors, si vous voulez bien, on va essayer de comprendre Dune en 3 questions. Je vous écoute, Fred. Ben là, c'est ça. Là, on dirait que je sais déjà votre réponse, mais est-ce qu'il faut voir Dune? Est-ce qu'on dit Dune ou Dune? Vous faites comme vous voulez. Est-ce qu'il faut voir Dune sur grand écran? Oui, Fred, évidemment, voyons donc. Mais je vous conseille de choisir très bien votre salle, avec l'écran le plus grand possible, avec les bonnes enceintes aussi, parce que la musique de Hans Zimmer, elle est légère comme un 38 tonnes, alors avec la mauvaise balance, ça va devenir inécoutable. Tiens, d'ailleurs, on va écouter un petit extrait de bande-annonce pour faire le lien. There's something happening to me. There's something awakening in my mind. I can't control it. What did you see? There's a crusade coming. Do you often dream things that happen just as you dreamed them? Yes. Bon, avant d'aller plus loin, Hélène, j'ai accroché sur ce que vous avez dit avant. Comment on fait pour bien choisir sa salle? Parce que est-ce qu'il y a des sites qui répertorient la qualité de l'écran? Mais ça serait intéressant. Ce serait génial, mais ça n'existe pas. Bon. Voilà, je suis désolée de vous décevoir. Mais vous, qui êtes une chroniqueuse, une cinéphile... Si je vous dis ça, d'habitude, je parle jamais des qualités de projection, mais là, je vous le dis parce que moi, je l'ai vu mardi, ce film-là, et j'ai vu le film avec les 15 premières minutes, la lumière allumée. Ah! Voilà, parce que le gérant de salle, ça le tentait pas. Ça a un petit peu diminué mon entrée dans le film, mon expérience. Je vous avoue que c'était pas terrible. Puis souvent, quand on parle d'aller au cinéma, de l'expérience d'aller au cinéma, les gens vont vous dire « Ouais, moi, j'aime pas trop y aller parce que les gens parlent, parce que les gens mangent du popcorn. Le plancher est collant. Parce que les téléphones sonnent, parce que... » Mais il y a aussi la qualité de la projection, et ça, on n'en parle jamais, en particulier dans les chaînes où on sent que c'est pas vraiment une priorité, que la projection se passe bien. Donc, mon conseil, ça va être trouver votre emmerdeur, votre emmerdeuse intérieure, et laissez-le ou laissez-la aller parler au gérant. Ah oui. Tout simplement. Mais ça, on fait pas, on n'aime pas ça faire ça au Québec. Alors moi, qu'il faut... qui suis reconnu pour ma bonne foi, et ça m'est arrivé quelques fois, je vais pas souvent au cinéma, et d'assister à des premières minutes où le foyer est raté. Oui, ça aussi, ça existe. Et je me lève et je cherche où est le projectionniste. Puis là, les gens sortent en faisant tu pensais qu'il y avait un projectionniste? C'est des algorithmes. C'est ça. C'est quelqu'un qui vient appuyer sur un bouton dans la salle de projection. Mais j'ai fini par trouver quelqu'un les 3 fois qui a ajusté ça. Voilà, il faut aller se plaindre parce que nous, on veut bien faire l'effort de retourner en salle et on sait à quel point en ce moment c'est compliqué. Et j'en profite pour saluer mon amie Julie. Salut Julie. Qui était projectionniste au cinéma à Drummondville.
dans le temps des bobines. Ah bah oui. Et qui me faisait rentrer, il me faisait payer une entrée, puis je passais la journée au cinéma et j'allais d'une salle à l'autre voir des films et des fois j'étais tout seul. Je me souviens Il d'avoir... n'y avait pas quelqu'un qui pesait seulement sur bien plus et le compliqué. foyer était toujours exceptionnel. Je me souviens d'avoir déjà parlé avec le projectionniste de la Cinémathèque, qui est un des rares à savoir encore opérer des 35 mm. Ah ouais, ben oui. Et il me disait, c'est un des gros problèmes, c'est qu'il n'y a plus personne qui sait le faire. Non. Et donc, si on se retrouve avec des 35 mm un jour, parce qu'on aime le cinéma, ben, il y aura peut-être personne pour les projeter. Et ça serait très bête. C'est fou. Ouais. Donc bref, ce que je voulais dire, c'est que nous, on veut bien faire l'effort de retourner en salle, mais il faut que les salles fassent l'effort d'être décentes. Hein, tout à fait. parce qu'on le mérite aussi. Oui. Mais la question que vous m'avez posée, Fred, Oui. je vous remercie d'ailleurs de me l'avoir posée, c'est pas juste la question du grand écran, vous allez pouvoir compter tous les grains de sable de la planète si ça vous chante, c'est que Dune fait partie de ces films avec Space Jam, avec Suicide Squad, qui sont issus de l'écurie Warner et qui, à cause de la pandémie, ont vu leur sortie complètement chamboulée. Warner a décidé de les offrir simultanément en salle et sur HBO Max. Mais ça, c'est aux États-Unis. Et Denis Villeneuve n'était pas content. Exactement. Denis Villeneuve n'était pas content. Ça ne nous concerne pas parce que nous, on n'a pas HBO Max. Mais si vous suivez un peu l'actualité du cinéma, vous savez qu'en 2020-2021, ils ont tous fait pareil. Tous les gros studios, en particulier Disney, La Veuve Noire, qui avait été l'objet d'un procès fait par Scarlett Johansson à Disney, qui était sorti donc en même temps en salle et sur Disney+. Sauf que Disney s'est très vite rendu compte que c'était absolument pas viable de faire ça, que les résultats de box-office en salle pâtissaient beaucoup d'une sortie simultanée sur les réseaux, donc ils ont décidé de changer et de respecter désormais la fameuse fenêtre de 45 jours. Ouais. Donc le film sort en salle et vous avez 45 jours avant qu'il puisse devenir disponible sur les plateformes. Le problème de tout ça, c'est que les contrats des vedettes, quand ils ont pris la décision de les sortir simultanément sur les plateformes, mais les contrats des vedettes ne prévoyaient pas ça. Et les contrats, en fait, prévoyaient que les vedettes allaient être payées sur le résultat des box-office en salle. Ah ouais. Or, si le résultat... Attendez. Oui. C'est pas des cachets garantis. Ça dépend des contrats. Il y a une proportion, évidemment. Il y a beaucoup de contrats de vedettes hollywoodiennes qui ont des intéressements sur les recettes en salle. Or, si vous sortez le film moitié en salle, moitié sur les réseaux, ben forcément... Alors, la belle lettre de Denis Villeneuve dans les médias qui disait « Non, mais Dune, c'est une déclaration d'amour au cinéma, il faut que ce soit sur le grand écran, tout ça, c'est une question d'art. » Il y avait peut-être une petite partie dont il ne nous parlait pas. Qui est aussi celle-là, parce que ce qui est réellement en jeu quand on parle de diffusion en salle et de plateforme, c'est cette question économique-là. C'est-à-dire comment est-ce qu'on rémunère les gens qui ont participé au film, alors que la tradition veut que c'est basé sur les résultats de box-office en salle uniquement. Donc, c'est vraiment un tour de passe-passe capitaliste. C'est un tour de passe-passe, effectivement. Reste que les studios sont en train de revenir sur leurs décisions, sauf Warner, qui pour l'instant dit non, 2021, tous nos films vont être accessibles en même temps en salle et sur les plateformes. On a échappé belle parce qu'avant, il y a peut-être 6 mois, ils nous disaient ça va être comme ça pour la vie. Mais là, ils sont revenus sur leur... ils ont descendu de leurs grands chevaux. Ils ont dit ça va être juste pour 2021. Mais là, l'autre stratégie, ça serait aussi que les contrats soient négociés autrement et que ça inclut le visionnement en streaming. Ils n'auront pas le choix. Ils n'auront pas le choix parce qu'à... Et là, soudainement, ils vont revenir à leur amour des salles. Des salles, soudainement. Donc, si vous voyez les films revenir en salle, c'est pas juste parce que les gens aiment le grand écran et que tout ça est beau et magnifique et qu'on aime ça, voir nos films de la meilleure façon possible. Non, c'est parce que les vedettes veulent leur sous. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je suis désolée de péter la balloune de tout le monde, mais il y a quand même une grande partie qui dépend de ça. Ce qui est plate dans le cas de Dune, c'est que cette sortie... en fait, on va voir là au cours de la prochaine semaine si les gens vont aller le voir en salle ou vont profiter de HBO Max aux États-Unis, parce que Warner a décidé que le film allait se faire... Enfin, la partie 2 du film... puisque ce qu'on va voir à partir de vendredi, ce n'est que la partie 1. Mais là, c'est pas certain, ça va dépendre... Ça dépend des résultats de box-office en salle. Et donc, si les résultats de box-office en salle ne sont pas bons parce que les gens auront préféré voir le film sur HBO Max, fini la partie 2. Est-ce que c'est un faux suspense? C'est un faux suspense. Oui, on le sait. Ça va probablement se faire. De toute façon, le film finit
Je vendrai aucun punch à personne en vous disant que le film, cette partie 1, finit sur Zendaya, l'air impénétrable, qui regarde le sable, et Timothée Chalamet en disant « It's only the beginning ». Bon, là, la question qu'on se pose, Hélène, et d'ailleurs, j'étais au marché Jean Talon cette semaine et Philippe de Vienne, des épices du cru, me posait cette question également. Est-ce que c'est la meilleure adaptation de Fred, Dune? Vous avez des bonnes questions quand même. Hein? Non, mais évidemment, le Dune de Denis Villeneuve, c'est d'abord et avant tout une œuvre d'art. Au-delà même de son récit, c'est un travail artistique exceptionnel. Oui, il y a ces enjeux sociopolitiques dont je vous parlais, un peuple originel qui est exploité, mais il y a surtout le travail d'un artiste à l'œuvre avec une invention folle, avec un sens esthétique assez génial, avec un sentiment très hypnotique et le sentiment d'un film vivant, mais aussi d'un film musée, il faut le dire, d'un film où les émotions... Attendez, ça veut dire quoi, ça, un film musée? Ça veut dire un film où les émotions restent plus de l'ordre de l'ébahissement devant la beauté que d'émotions humaines, d'émotions qui seraient générées par les personnages. C'est pas tout à fait le cas. Mais il faut savoir que ce roman de Herbert, il avait déjà été adapté plusieurs fois. Oui. Évidemment par David Lynch en 84 dans une version assez grand guignol, assez camp. Et d'ailleurs, c'est très... Avec Sting, si ma mémoire est bonne. Avec Sting. C'est très snob aujourd'hui de dire qu'on préfère la version de David Lynch. Ouais, hein? Dans les milieux cinéphiles, c'est devenu... Mais est-ce qu'il y en a beaucoup qui préfèrent la version de David Lynch? C'est le nouveau snobisme. Ah ouais? Donc, vous pouvez vous amuser à dire ça dans vos dîners mondains. Ce sera pas tout à fait crédible, mais que voulez-vous, elle existe. Même Lynch l'a plus ou moins renié en disant que je savais pas très bien ce que je faisais. Bon, il y a aussi eu 2 séries télé, il y en a une 3e en préparation, mais il y a eu beaucoup d'autres cinéastes qui se sont cassés les dents sur Dune, qui n'ont pas réussi à finaliser le film. Il y a eu Peter Berg, il y a eu Ridley Scott, mais il y a surtout eu le génial et insaisissable Alejandro Jodorowsky, chilien, proche de Topor, d'Arrabal, réalisateur des cultissimes El Topo, La Montagne Sacrée, du cinéma complètement dingue, psychédélique, et qui en 75 donc s'essaye. Il a envie d'adapter Dune, il se rend assez loin. Il va même commencer la pré-production, il va réunir un casting, mais ce casting, Orson Welles, David Carradine, Mick Jagger et Dali en empereur, sur des décors de Moebius et de Giger, qui plus tard va faire Alien, et la musique de Pink Floyd. Un truc inimaginable. Mais attendez, Hélène, visiblement, Denis Villeneuve n'a pas succombé, mais tu sais, moi, je me rappelle celle de David Lynch. Moi, je n'étais pas allé voir à l'époque, j'avais 13 ans, et c'est un univers que je trouvais peu attirant. Mais c'est un univers très abstrait, très théorique, très philosophique, et l'approche de Lynch, elle était tellement grand guignol camp que ça marchait pas. Tu sais, il y avait Sting, et là, vous me parlez de Mick Jagger, qui n'est pas comédien, vraiment. Il y a une espèce de... C'est récurrent, ça, d'aller chercher des vedettes comme ça, des chanteurs. Ça. On dirait que Dune... Mais là, Denis Villeneuve n'a pas fait ça. Lui. Non, quoique, il y a quelques apparitions de chanteurs, mais dans de tout petits rôles. Là, je me rappelle plus de son... Le cœur de pirate qui fait... Oui, c'est ça. Je me rappelle plus. Qui fait une épice. Je me rappelle plus de son nom. Zut. Mais en tout cas, les fans retrouveront. Mais comme dit, dans le Dune de Villeneuve, l'important, c'est vraiment pas les acteurs ou les actrices. Voilà. C'est l'ambiance esthétique. Mais dans le film de Jodorowsky, je pense que ça aurait donné quelque chose d'assez spécial. Ne serait-ce que Dali. Dali qui peut-être a ruiné le film, en fait, l'a empêché d'être fait parce qu'il demandait $100,000 de l'heure. $100,000 de l'heure. c'est très dada comme... Oui, voilà, c'est ça. Mais alors, salariale. Évidemment, on comprend pourquoi le film n'a pas abouti, mais il reste quand même quelque chose de ce film-là. C'est un documentaire assez formidable qui s'appelle Jodorowsky's Dune, réalisé par Frank Pavich en 2013. On va écouter le début de la bande-annonce. Mi ambición fue tremenda. I wanted to make something sacred, una película que diera las alucinaciones de LSD. Si tomara LSD to change the young mind of all the world. Michel Seydoux said to me, I want to make a new picture with you. What do you want to do? I say, Dune. And he say, yes. Voilà, grosso modo, il dit, mon ambition était immense, je voulais faire quelque chose de sacré, un film qui donne des hallucinations sans avoir besoin de prendre du LSD pour changer les jeunes esprits partout à travers le monde. Michel Seydoux, grand producteur français, m'a dit, je veux faire un film avec toi, qu'est-ce que tu veux faire? J'ai dit, Dune. Attendez, Michel Seydoux, est-ce que c'est dans la famille? Oui, c'est dans la famille de l'école. C'est l'école de la vie, la fameuse école de la vie. Ça, c'est ce qu'on appelle les privilèges. C'est ce qu'on appelle les privilèges. On salue Léa qui nous écoute peut-être? Probablement. On espère. Oui, je pense que oui. J'aimerais ça que Léa Seydoux soit une fan de la balado. Et donc, ça me semble très probable.
Je vous conseille vraiment d'aller voir ce documentaire assez formidable sur l'épopée du Dune de Jodorowsky. Et là, pour répondre à votre question, est-ce que c'est la meilleure adaptation de Dune? Ben non. Oh! Ben non, parce que forcément, un film qui n'est pas fait, c'est tellement plein de rêves et de fantasmes que ce sera toujours meilleur que ce qu'on a pu voir au cinéma. Ouais. Mais vous avez une autre question pour moi. Parce que les critiques sont... De ce que j'ai lu ici, en tout cas, sont très bonnes. En même temps, je me demande si la distance est suffisante entre les critiques et Denis Villeneuve. En France, par contre, je pense que c'est les premières qui sont sorties. Moi, c'est les premières que j'ai lues. J'ai lu une sur Slate, je pense, américain. J'ai lu une critique qui était mitigée en anglais. Mais en France, c'était... Pourquoi les critiques français sont aussi méchants, Hélène? Ils sont pas méchants, Fred. Voyons, on va regarder ça ensemble. Là. C'est pas si méchant. Les cahiers du cinéma, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit du cinéma lisse et vitrifié. Libération, un objet si soigneusement poli, si dénué d'aspérité, que tout glisse à sa surface. Ouch. Marianne. Mais attendez, vous avez dit tantôt du cinéma musée. On n'est pas loin de ça, quand même. Oui, c'est ça. Et vous êtes française. Voilà, c'est mes origines qui... Donc, Marianne qui nous dit « La musique assourdissante de Hans Zimmer interdit toute sieste. » Oh, c'est pas fin, ça. C'est pas fin. Ça l'a dit. Ils ont le sens de la formule. Mes préférés. On va aller écouter mes préférés pour vérifier s'ils sont aussi méchants. C'est Le Masque et la Plume. Est-ce que vous écoutez Le Masque et la Plume? Non, je connais pas. C'est extraordinaire. C'est une émission de France Inter qui existe depuis plus de 50 ans. Ah ouais. C'est tous les dimanches soirs. Et chaque dimanche est consacré à un art. Vous avez Le Masque et la Plume cinéma, Le Masque et la Plume littérature et Le Masque et la Plume théâtre. Et le principe, il est simplissime. C'est celui qu'on a aujourd'hui. Un animateur, des critiques autour de la table et on examine les sorties de la semaine. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit sur Dune? Oui, on a compris que ça se passait dans le désert, mais on n'était peut-être pas obligé de demander aux marchands de sable de réaliser le film, parce que c'est quand même un truc où on s'endort beaucoup. On n'y comprend rien, c'est un peu comme Star Wars. On mélange toutes les tribus, il y a les Harkonnen, les Fremen, les astroïdes, on ne sait pas pourquoi. C'est d'un kitsch. Les uniformes sont... C'est assez kitsch. C'est tellement ringard que ce film... En même temps, c'est la SF des années 60. Hein. C'est plutôt la SFP, là. On a l'impression que ça se passe... C'est dans l'an 10 000, mais on a l'impression qu'ils sont allés dévaliser un vieux vestiaire de l'armée albanaise. C'est pas méchant du tout. Ils se font plaisir. Bah oui, ils se font plaisir. Puis ça fait changement des 5 étoiles dans la presse. C'est quoi la SFP, la Société française de production. Donc c'était avant que ce soit moderne. C'était pas un compliment. Oui, ils s'en donnent à cœur joie, évidemment. Les critiques français, ils tapent avec toute leur mauvaise foi, leur méchanceté sur le pauvre petit film de Denis Villeneuve. Ça donne le goût de répondre. Mais évidemment... Cela dit, Hélène, de ce que je comprends, c'est devant public. Oui, c'est devant public depuis peu. Parce que pendant la pandémie, évidemment, ils n'avaient rien perdu de leur verve. Ça souvent marchait. Même, ça en ajoute parce qu'on veut faire des effets, du spectacle, des effets de touch devant les gens, voilà. évidemment. Ceci dit, même les plus gentils de la bande du Masque et la Plume, ils n'avaient rien de bon à dire non plus. Et on peut se dire, mais comment ça se fait alors que pauvre Denis Villeneuve, il voulait juste faire une déclaration d'amour au cinéma, réaliser son rêve d'ado. Qu'est-ce que c'est que ces méchants critiques qui viennent lui taper sur le nez? Mais est-ce que c'est vraiment des méchants critiques ou juste des gens qui font le métier qui, moi, me fait rêver, mais qu'ici, on n'arrive pas à exercer? Est-ce que ce ne serait pas... qu'ils ne sont pas méchants, mais qu'ils font tout simplement ce que tout bon critique doit faire, c'est-à-dire se méfier avec passion de toute complaisance. Est-ce que ce serait pas qu'ils sont libres, qu'ils sont intègres et qu'ils ont tatoué sur le cœur la seule phrase qui compte quand on veut parler d'art, sans liberté de blâmer, il n'est point d'éloge flatteur. Je sais pas, Fred, c'est probablement trop complexe pour moi, ça me demande de réconcilier des choses que je n'arrive pas à réconcilier entre mes origines et ma vie de maintenant. Alors je vais retourner dormir devant Dune, je vais aller compter les grains de sable et je vous reviens là-dessus une prochaine fois. Ah, ouais, mais votre dernière réflexion, moi, m'interpelle beaucoup parce que, dans une autre incarnation de moi-même, je suis à cette année-là. Et cette année, j'essaie depuis le début, en fait, d'avoir cette part-là dans l'émission. On est une émission culturelle, on n'est pas une émission de critique directement, mais d'être capable de dire des choses qu'on n'aime pas. Et c'est très difficile. Mais pas tant.
Non, mais moi, je suis à l'aise là-dedans, mais c'est difficile de convaincre parfois les diffuseurs, parfois les producteurs. On réussit à le faire, particulièrement cette année. Mais si tout est bon, plus rien n'a de valeur. Voilà. Mm-hmm. Et je rappelle, et là, sans enlever de crédibilité à personne, mais l'amoureuse de Denis Villeneuve est une ancienne chroniqueuse culturelle. Ben oui. Amie avec beaucoup de gens du milieu, et je me dis des fois comment on peut garder une saine distance et parler d'un film, d'une œuvre de façon détachée dans une proximité de la sorte. La façon la plus simple, c'est de se rappeler que quand on fait de la critique, on parle d'abord et avant tout d'une œuvre. Oui. On parle pas des gens qui la font, parce que les gens qui c'est la vrai. font sont beaucoup moins intéressants que l'œuvre qui est devant nos yeux. Tout à fait. Puis ensuite, si les gens qui font des œuvres sont pas capables de comprendre le métier de critique, j'ai envie de dire que c'est leur problème. Mais c'est pas celui du critique. Robert Lévesque avait compris ça. Je pense qu'il n'avait pas beaucoup d'amis dans le milieu et était capable d'avoir une distance. Non, mais en même temps, est-ce qu'on fait ça pour avoir des non. amis dans le milieu? Mais non. On le fait parce qu'on a à cœur de voir les meilleures œuvres possibles. Et c'est certainement pas en disant tout est merveilleux, tout est beau, tout est extraordinaire qu'on va y arriver. Puis, notre cinéma, le cinéma québécois, il se compare au meilleur cinéma partout dans le monde. Tout à fait. Il va à Cannes, il va partout. Puis nous, on va aller dire non, c'est extraordinaire, alors que les autres vont nous dire vous êtes peut-être pas au niveau ou vous devez peut-être travailler plus pour arriver là ou là. C'est pas de rendre service aux créateurs que de ne pas offrir une critique honnête et sincère. Un film, ça a toujours quelque chose à dire sur le monde dans lequel on vit. Nous, notre travail de critique, c'est d'évaluer ce qu'il a à dire. Pas ce que le créateur avait dans le cœur ou dans l'âme, on s'en fout. Et ça implique de l'honnêteté puis de l'intégrité. Puis ceux qui ne font pas ça ne sont pas des critiques. Ils sont des chroniqueurs, peut-être. Hélène, avez-vous trouvé ça plate? Oui. Oui, complètement. J'ai trouvé ça plate et je suis complètement admirative. OK, les deux en même temps. C'est intéressant. J'arrive pas à départager les deux. Je trouve que c'est un film important dans le mouvement de cinéma qu'on vit depuis quelques années parce qu'il prend à contre-pied tout ce que l'esthétique Marvel des blockbusters a voulu mettre de l'avant. Et donc, on pourrait résumer ça à quoi? Qu'est-ce qu'ils ont imposé de si particulier? La destruction. OK. L'idée d'un spectacle tonitruant où le cinéma ressemble plus à un grand 8 qu'à une expérience artistique. Denis Villeneuve ramène l'expérience artistique en salle, puis ça, c'est important, puis c'est beau. Puis c'est un film qui est très beau. Ceci dit, j'ai pas ressenti quelque chose de fort. Non, ça, c'est pas vrai, sauf de l'admiration. Je trouve qu'il y a un travail phénoménal qui a été fait sur ce film-là. Faut le reconnaître. Est-ce qu'on en ressort amoureux des personnages, transporté par l'histoire? Non. Mais comme il l'a dit lui-même, c'est un apéritif, puis le vrai film, ça va être le prochain, le 2. Donc peut-être que tout est gardé pour le 2. En attendant, vous pouvez aller admirer une œuvre d'art comme au musée. Et ça fait du bien. Merci beaucoup, Hélène. Vraiment. Alors, on va rester en quelque sorte, dans le colonialisme, dans le capitalisme débridé, et on va parler de Pour une écologie du 99% avec Arnaud Thuria-Cloutier. Bonjour encore. Bonjour, bonjour. merci de l'invitation. Parlez-nous de vous un peu, parce que, le livre est publié chez Éco-Société. Il y a Frédéric Legault également, Alain Savard, qui ont participé à la rédaction. Parlez-nous de vous un peu. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Au jour le jour, j'enseigne la philosophie au Collège Brébeuf. Quand j'ai un petit peu de temps, je travaille aussi sur une thèse de doctorat en sociologie à l'UQAM à propos de la transition énergétique et des contradictions qui se présentent à la transition énergétique actuelle, qui sont celles de l'économie capitaliste. Et dans ces travaux-là, je suis attaché à deux laboratoires de recherche, un qui s'appelle l'Atelier d'écologie sociale du capitalisme avancé, l'ESCA, et un autre qui s'appelle la chaire de recherche sur la transition écologique, qui est aussi attaché à l'Université du Québec à Montréal, à l'UQAM. OK. Et là, vous avez publié il y a quelques semaines ou mois, ça fait pas très longtemps, Pour une écologie du 99%, 20 mythes à déboulonner sur le capitalisme. Puis c'est intéressant parce que le responsable chez Éco-Société, Olivier, me disait « Faut que tu parles de ce livre-là, c'est une petite bombe. Et les médias en parlent pas beaucoup. Et évidemment, les gens des éditions font leur travail. Mais c'est rare c'est rare qu'on m'écrit pour me dire ça. Habituellement, on m'envoie le livre, on me dit hey, c'est intéressant. J'ai commencé à lire le livre. Effectivement,
bon, c'est séparé en 3 parties, mais il y a quand même une première partie, et moi qui a été ma partie, je pense que je trouvais la plus percutante sur le déboulonnage des mythes. Ça, c'est vraiment intéressant. Vous le dites en introduction, il y a 3 grandes questions qui animent le livre. 1, pourquoi le capitalisme est un réel obstacle à l'écologie? Par quoi le remplacer? Et quelle stratégie à développer? Et c'est ça qui est intéressant aussi. Oui, il y a un déboulonnage de mythes, mais vous apportez des solutions. On va en parler un petit peu plus tard, parce que c'est quand même à contre-courant. Mais le choix de déboulonner des mythes, il est venu comment? Est-ce que vous avez senti que c'est ça que ça prenait pour intéresser les gens à l'écologie? Parce que c'est aussi une réflexion du livre. Comment on fait pour que les gens militent? Oui, ben en effet, on est parti d'un fossé qui est celui des solutions qu'on met sur la table en ce moment, puis de la gravité de la crise. Le fossé qui est entre les deux est principalement causé par un mauvais diagnostic. Et donc, la première chose qu'on a voulu faire, c'est dire, bon, il faut faire le bon diagnostic. Quelles sont les causes réelles de la crise écologique et en particulier de la crise climatique? Il faut les comprendre comme étant intrinsèquement liées à la façon dont on organise la production. Et c'est ce qu'on a nommé le mot tabou qu'on a osé soulever, celui du capitalisme. Voilà. Et donc, là-dessus... Parce que j'ouvre une parenthèse, mais les politiciens, entre autres, parlent beaucoup de croissance verte. Donc, on reste dans le capitalisme, et pour vous, c'est impossible. Bien, en effet, puis c'est pas seulement une question d'opinion. Là, ce qu'on remarque, c'est que la recherche sur ce qu'on appelle le problème du découplage, la question de est-ce qu'il est possible véritablement d'augmenter la croissance du produit intérieur brut, d'augmenter l'accumulation de la richesse monétaire, tout en diminuant les dégâts écologiques. Ce qu'on remarque, c'est que c'est impossible. Il y a parfois un décrochage qui est relatif, mais en général, on ne peut pas continuer à produire indéfiniment de la richesse monétaire tout en verdissant le monde. Ça n'a jamais existé et ça n'existera jamais parce qu'on est contraint par les lois de la nature. Donc, la première chose à dire, c'est que, bon, cette question-là du découplage et de la croissance verte, on sait, c'est documenté aujourd'hui, c'est un projet qui est impossible. Et donc, il faut changer d'objectif politique. Et là, on va rassurer les gens tout de suite. Il faut insister sur le mot capitalisme, parce que le livre n'est pas contre le commerce. Parce que vous faites la nuance quand même. Le commerce est arrivé avant le capitalisme, et le capitalisme et le commerce, parce que souvent, on amalgame les deux, on a l'impression qu'un ne va pas sans l'autre, mais c'est pas vrai. En effet, c'est deux choses qui sont bien différentes. Les marchés existaient avant le capitalisme, le commerce existait avant le capitalisme. Ce qui définit fondamentalement le capitalisme, c'est pas le marché lui-même, mais c'est la dépendance systématique au marché. Voilà. Donc, ça veut dire que pour être capable de subvenir à vos besoins, la majorité d'entre nous, ce qu'on doit faire, c'est d'avoir un emploi pour avoir de l'argent, pour pouvoir acheter nos biens de consommation. Donc, on dépend à la fois d'un marché de l'emploi qui peut varier, qui peut créer du chômage, comme il peut créer une pénurie de main-d'œuvre, comme on l'a en ce moment, mais on dépend aussi d'un marché des biens de consommation sur lesquels on n'a pas de pouvoir sur qu'est-ce qui est produit, dans quelles conditions elles sont produites, quelle quantité d'emballage on va mettre autour de votre tomate à l'épicerie. Toutes ces décisions-là, comme consommateur, on n'a évidemment aucun pouvoir là-dessus. Donc ça, c'est une première vulnérabilité. Oui, j'ai une question, elle va peut-être paraître un peu bête, pardon, mais j'ai l'impression que quand on parle d'écologie, on vous écoute pas. On n'écoute pas les gens qui pensent l'écologie, les scientifiques. Comment vous l'expliquez? Et puis aussi, est-ce que ça vous donne pas l'impression des fois de crier dans le vide, crier dans le désert? Il me semble qu'on est alerté régulièrement par les scientifiques et les penseurs qu'on s'en va droit dans le mur. Et les politiques ne prennent pas ça à bras-le-corps. On reste tout le temps en retard par rapport aux constats qui sont faits par les penseurs et les scientifiques. Bien, il y a des raisons structurelles à ça. C'est que, véritablement, si on veut affronter les causes profondes de la crise écologique, il faut affronter certains pouvoirs qui sont extrêmement puissants dans la société. En premier lieu, le pouvoir de l'industrie fossile, qui est une industrie titanesque à travers le monde et qui rend des États complètement dépendants de leur accumulation d'argent. Donc, évidemment, ça rend les choses difficiles. On salue nos amis qui nous écoutent peut-être en Alberta, qui sont un peu dépendants avec les énergies fossiles. Oui, voilà. Ben, Hélène, peut-être que la suite de l'entrevue va vous donner une réponse, parce que justement, on sort un peu... En fait, le livre n'est pas dans les grandes idées et l'espèce d'arc-en-ciel de si on...
si on arrête, si on individuellement on fait attention, les choses vont aller mieux. D'ailleurs, bon, on va commencer par éplucher quelques mythes. Premier mythe que vous tentez de déconstruire, et c'est un mythe, moi, que j'entends depuis le début des années 2000, depuis les spectacles bénéfices qu'on faisait avec les apartistes, avec Équiterre, avec Laure Varidel, entre autres. Acheter, c'est voter. Vous déconstruisez ce mythe-là. Oui, je suis désolé pour Laure Varidel, il faut arrêter de penser comme ça. Ouais. Bon, on peut faire bien des choses individuellement, mais il y a deux choses à dire d'abord sur ce problème-là. La première, c'est que ce qu'on sait par rapport, par exemple, aux gaz à effet de serre, c'est que le 2/3 des gaz à effet de serre qui ont été émis depuis le début de la révolution industrielle ont été émis par à peu près 90 entreprises. Ouais. 90 entreprises, principalement. Et ça, c'est mesuré scientifiquement. C'est mesuré scientifiquement. Il y a eu des études là-dessus. C'est hors de tout. Après, il y a d'autres études qui confirment avec d'autres données ce genre de... J'imagine que l'entreprise Total doit être une de ces 90 entreprises qui faisait l'actualité cette semaine. Oui. On parle de Total, on parle de Shell, on parle de BP, de Chevron, de Exxon. Chevron a émis les produits que Chevron a mis sur le marché, les produits et l'extraction et toutes les GES que Chevron a produits, c'est plus élevé que les GES qu'un pays comme la France a émis durant toutes les 2 derniers siècles. C'est quand même incroyable. Donc, et vous le dites dans le chapitre, qui a les moyens, quand on dit acheter c'est voter, qui a les moyens vraiment d'acheter une voiture électrique? Vous la posez la question, c'est-à-dire le 1% souvent. Est-ce qu'on pourrait dire que ne pas acheter c'est voter? Ne pas s'acheter, c'est voter, mais encore faut-il avoir le luxe de ne pas acheter. C'est-à-dire que si vous pouvez avoir du temps pour faire votre potager, pour partager avec vos amis, puis être autosuffisant, tant mieux. Mais globalement, je pense qu'il nous faut des infrastructures et des institutions qui nous permettent de ne pas acheter. Donc, par exemple, des bibliothèques d'outils. Moi, je trouve ça splendide. Ça nous permet de partager des choses qu'on achèterait en double, en triple, parce qu'on ne les partage pas puis qu'on laisse dormir dans notre sous-sol la plupart du temps. J'ai une touchante histoire de Cironde à ce sujet. Ah oui? Oui, Sia Onglet, qui a servi pendant un projet et qui dort dans le garage depuis, qui a un laser. Ah! Ouais. Wow! Vous pourriez ouvrir un atelier communautaire et donner des formations pour pas se blesser avec la Cironde. Non, mais dans ce mythe-là que vous déconstruisez, vous dites quelque chose d'intéressant, c'est qu'on devient paternaliste envers les consommateurs. Et ça fait le jeu des grandes entreprises. Ben oui, en effet, parce qu'évidemment, ce qu'elle tente de nous dire, c'est notre responsabilité. Elle essaye aussi de répéter un mythe néolibéral qui est celui de le mythe de la souveraineté du consommateur. C'est le consommateur qui décide, c'est lui qui achète, donc il décide. Mais c'est tout à fait l'inverse. C'est dans l'économie qui est la nôtre, c'est pas la demande qui crée l'offre, c'est l'offre qui crée la demande. Il n'y a pas eu de besoin naturel pour acheter des véhicules utilitaires sport. On a produit ce besoin. Donc, cette question-là, il faut la retourner complètement. Les gens qui maîtrisent les rouages de l'économie, qui produisent les produits que l'on consomme, ils sont une petite minorité sur laquelle il n'y a jamais eu de contrôle démocratique. Et donc ça pose de vastes problèmes. Et c'est ce qui nous mène aussi à rentrer en contradiction avec les limites planétaires. Si on était en mesure de délibérer sur ce que l'on veut produire, à quelles conditions, dans quelle qualité des produits, on pourrait prendre d'autres critères que celui du profit pour, choisir les produits que l'on veut voir sur nos tablettes d'épicerie. Deuxième mythe que vous pulvérisez, et ça on l'entend beaucoup, la surpopulation est un problème. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? D'une part, il n'y a pas de... Parce qu'on l'entend, le mouvement des natalistes, il y a trop de gens sur la Terre ne peut pas supporter tous ces gens. Bien sûr. Vous dites que c'est pas tout à fait ça, en fait. Bon, il y a plusieurs choses à dire sur cette question-là. La première, c'est que il faut pas non plus, capoter ou, être complètement s'en faire énormément avec la croissance de la population. La croissance de la population tend à ralentir. Elle devrait atteindre un certain pic autour de 2040-2050. Elle ne va pas doubler d'ici 100 ans, ce que la littérature scientifique nous dit. D'abord, c'est ça. La deuxième chose, après, c'est qu'il n'y a pas de causalité entre
la croissance de la population puis la croissance de la pollution ou des gaz à effet de serre. Il y a une corrélation parfois, mais c'est pas un rapport de causalité. Et là, on peut donner 10 000 exemples avec ça, mais des pays comme le Nigeria qui ont une croissance de la population extrêmement forte, ils sont dans les pays qui ont une très très faible croissance de l'émission des GES. À l'inverse, des pays comme les États-Unis qui ont une chute de natalité liée au fait que... le Canada, on pourrait dire la même chose ici. Oui, même chose, mais on une très vaste... ont une très grosse croissance des gaz à effet de serre sans avoir une très grande croissance de la natalité. D'ailleurs, vous dites les grandes entreprises sont responsables de 53% de l'émission des GES. Au Canada, oui. Non, mais on peut suspecter que c'est un peu la même proportion dans tous les grands pays industrialisés. Oui. Au Canada, on est quand même des champions. Disons, il y a un rapport qui est sorti récemment sur les GES par habitant. Et donc, au Canada, on est en fait, on est le numéro 1. Mais il y a une raison à ça. Puis souvent, la statistique de dire, de répartir les GES en fonction du nombre d'habitants, ce qu'on appelle le per capita d'un point de vue statistique, nous porte à confusion parce que ce qu'on essaie de montrer justement dans le livre, c'est qu'au Canada, on ne peut pas dire qu'un individu est responsable de tant de GES, de 15 mégatonnes de GES. Dans ces tonnes de GES, il y a la très grande majorité des GES qui sont émis par habitant ne sont pas de l'ordre de la responsabilité de l'individu. Les habitants, non, mais voilà. C'est une moyenne qui ne dit pas grand-chose, dans le fond. Exact. C'est une moyenne qui tend à confondre les gens puis ne nous permet pas d'affronter véritablement le cœur du problème. Ce qui est intéressant dans votre déconstruction du mythe de la surpopulation, c'est que vous dites que ces discours-là sur la population débouchent rapidement sur des discours anti-immigration et forment une espèce d'éco-fascisme. Et d'ailleurs, vous remarquerez que les gens qui trouvent qu'il y a trop de gens, c'est jamais eux qui sont en trop. C'est toujours des populations éloignées. C'est jamais eux qui se disent « Hey, moi, je vais être concret dans ce que je dis et je me suicide devant vous puisqu'il y a trop de gens sur la Terre. » C'est toujours les autres qui sont de trop. Oui, en effet, puis c'est un vaste problème. C'est pour ça aussi que le mouvement Bird Strike a décidé de se dissoudre. Le mouvement Bird Strike avait beaucoup fait parler de lui. Oui, parlez-nous, je ne connais pas ce mouvement. C'est un mouvement qui est apparu en 2018 et qui disait, face à la crise climatique, on va faire la grève des naissances, on va arrêter de... Et donc, ce sont des femmes qui ont décidé de s'exprimer, surtout par le biais des réseaux sociaux, d'Internet, avec un site Internet. Bon, ils ont fait des mouvements politiques, certaines actions, mais ils disaient, face à la crise climatique, notre moyen d'action, ça va être d'arrêter de donner naissance. Mais elles se sont rendues compte récemment et elles ont dissous finalement leur organisation l'année dernière parce qu'elles se sont rendues compte que le discours populationniste est principalement instrumentalisé par des gens qui ont un agenda politique anti-immigration. Voilà. Très intéressant. Mythe numéro 3, un chapitre qui m'a beaucoup plu. Les nouvelles technologies vont nous sauver. Puis ça, on l'entend beaucoup. En fait, les jeunes vont nous sauver parce qu'ils sont tous conscients de l'environnement, alors que c'est tellement pas vrai. Et que les nouvelles technologies qui vont développer, puisqu'ils seront les chercheurs et les chercheuses de demain, vont nous sauver. Et vous rappelez dans ce chapitre-là que les panneaux solaires existent depuis 1877 et que les éoliennes existent depuis 1880. Donc, ça fait longtemps et ils ne nous ont pas sauvés encore. Non, en effet, c'est parce qu'évidemment, on confond souvent l'invention d'une technologie, l'ingénierie, le moment superbe qu'on met dans les livres d'histoire de l'inventeur, de l'ingénieur, et sa diffusion dans l'économie. La diffusion et la généralisation d'une technologie dépend évidemment d'un contexte social, d'un contexte surtout économique, de la question des enjeux de prix, des échanges internationaux, tous ces enjeux-là, puis des questions aussi de rapport de force à l'intérieur du rapport entre travail et capital, qui en fait ont de l'influence sur la diffusion d'une technologie. Donc, on donne par exemple l'exemple de la machine à vapeur. La machine à vapeur a été diffusée principalement contre les moulins à eau et s'est diffusée sur, disons, plusieurs dizaines d'années. Mais finalement, elle a été diffusée principalement parce qu'elle représentait un pouvoir supérieur sur les travailleurs et travailleuses, mais pas en raison de son efficacité. Au départ, les machines à vapeur... pour réduire les coûts de production, beaucoup. Pour réduire les coûts de production, mais même la machine elle-même représentait un coût de production très, très important. L'eau était gratuite contrairement au charbon. Elles étaient totalement inefficaces. Les premières machines à vapeur avaient une efficacité
énergétique de à peu près 1%, donc c'était vraiment du pur gaspillage. Mais il y avait un intérêt pour la classe capitaliste anglaise qui a développé l'usage de la machine à vapeur dans l'industrie du coton. Il y avait un réel intérêt pour avoir un plus grand contrôle sur la main-d'œuvre, pouvoir produire 24 heures sur 24 et pouvoir produire à l'intérieur des villes. Et donc d'avoir accès à un bassin de main-d'œuvre, ce qui est toujours très utile quand il y a des travailleurs et travailleuses qui font la grève. Ben, il y en a d'autres qui sont prêts à faire les scabs. Pour des salaires moindres. Souvent, Hélène, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, sur cette question des nouvelles technologies, puis God en a déjà parlé, mais la voiture électrique en ce moment est présentée un peu comme ce qui va nous sauver. On nous annonce que dans 10 ans, on va avoir tous une voiture électrique. Il suffit de regarder la télé, les pubs en ce moment pour les voitures. Elles sont agressantes, tellement elles sont mensongères. Exactement, c'est principalement, on veut vous vendre des voitures électriques. Est-ce qu'il y a là un petit espoir tout de même de changer le monde grâce à ça, ou on est dans le champ encore une fois? L'Agence internationale de l'énergie le dit lui-même, il faut diminuer radicalement la propriété de la voiture. C'est une agence... Électrique ou pas? Électrique ou pas, il n'y a pas on ne peut pas remplacer les millions d'automobiles qu'il y a en ce moment, qui sont principalement des automobiles à essence, par des automobiles électriques. Ce n'est pas une solution. On va inévitablement frapper des limites d'un point de vue énergétique, des limites aussi liées aux ressources minières. Il y a évidemment une supercherie dans l'idée que la voiture électrique serait une voiture zéro émission nette. Elle l'est peut-être le temps de son utilisation, mais le temps de sa production et le temps de de sa mise au rebut, elle produit énormément, donc à la fois de gaz à effet de serre, demande énormément de ressources, et tout ça, ça a un poids écologique. Donc non, ce n'est pas une solution. Et on se retrouve aujourd'hui avec des propositions et des exemples complètement farfelus. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du Cybertruck de Tesla. Je ne voudrais pas faire de la publicité, mais c'est franchement il suffit de voir le camion. Il suffit de voir le camion en question pour se rendre compte que c'est une des voitures les plus laides de l'histoire. Une des voitures les plus laides, mais probablement aussi une des voitures les plus lourdes de l'histoire, parce que c'est principalement ça le problème des voitures électriques. C'est que pour avoir la même densité énergétique que l'essence, il faut avoir des batteries monstrueuses. La dernière grosse VUS de Tesla, la batterie pèse 25% du poids de la voiture. C'est du pur gaspillage pour faire rouler une seule personne la plupart du temps. Le problème de l'essence, c'est un peu le même problème que le gluten, c'est que ce sont des matières extrêmement pratiques qui sont dures à remplacer. Je sais qu'on mange pas d'essence, là, mais... Je pensais que vous alliez dire que ça rend les gens agressifs. Des fois. Cela dit, le problème de la voiture électrique, c'est que ça prend des routes, malgré tout, et les routes sont pas faites de matière compostable, et ça ne règle pas le problème de l'étalement urbain. Et évidemment, ce seront les grands constructeurs qui vont eux-mêmes transiter vers la voiture électrique, vont rester avec les mêmes acteurs et le même modèle économique. Et c'est peut-être que je erre là, en avançant ça, mais je sais qu'il y en a qui rêvent, c'est peut-être un niveau de rêve plus intéressant que simplement s'imaginer que la technologie va nous sauver, mais quand on est capable de s'imaginer des boucles de certains produits, comme une boucle du cuivre par exemple, qu'on intègre dans les moteurs électriques, il y a une abondance de cuivre dans chaque moteur électrique à cause des bobines. Puis le cuivre qui est dans les bobines, il est pur. Et donc, on parle de mines urbaines pour des matériaux comme le cuivre ou encore le lithium dans les batteries. C'est ce dont on parlait, Fred, en début d'émission. Le ministre Charette a avancé que d'ici quelques mois, on va remodeler les règlements qui obligeront de plus en plus les industriels à inclure le recyclage de certains de leurs sous-produits dans le prix de ce qu'ils vont vendre. Et entre autres, on parle du recyclage des batteries avant qu'on en ait des millions sur nos routes. Et donc de s'imaginer qu'ici au Québec, on va faire payer aux producteurs de voitures l'éventuel recyclage des batteries et qu'en plus, à Montréal, on pourrait avoir une usine. Il y a la compagnie Lithium Recyclage, dont on a déjà parlé ici, qui a une usine pilote en ce moment. Et on pourrait donc s'imaginer avoir une boucle, par exemple, du lithium et un recyclage d'à peu près 95% des batteries. Et donc, on aurait le plaisir de continuer à consommer tout en sachant qu'on n'est plus en train d'extraire des nouveaux minéraux et qu'on a des boucles de l'acier, une boucle du cuivre, une boucle du lithium. Et il y a des gens qui vont nous vendre cette idée-là. Croyez-vous, Arnaud Thuria-Cloutier, croyez-vous, est-ce que le gars dit, là, c'est quelque chose qui pourrait quand même être une avenue intéressante ou on reste encore dans le même pattern? On pourrait continuer à faire de l'argent tout en arrêtant d'extraire. Bien, on peut en effet, saluer
cette idée-là du recyclage, évidemment, c'est la première chose qu'il faut faire, c'est tenter de réutiliser nos ressources le plus qu'on peut. Mais évidemment, il faut voir à quel dessein. Je pense que là, pour ce qui est du recyclage des batteries électriques, je pense que le principal intérêt, c'est de faire en sorte qu'on reste dans le modèle de l'auto-solo, qu'on ne développe pas le transport en commun. Voilà. Fait que c'est une façon de légitimer la principale mesure pseudo-verte du gouvernement Legault, qui est celle de reposer sur l'expansion de la voiture électrique sous prétexte que c'est super et qu'on a de... En fait, dans le transport électrique, c'est ça. Le transport électrique, l'auto-solo électrique, dans le fond, le sous-thème, c'est que c'est bon. L'important, c'est que ça ne soit pas un moteur à essence, mais non. Voilà. Donc on réduit encore une question, un enjeu qui est un enjeu social à une question technique. On fait juste changer de moteur, alors qu'il faut changer nos façons de se déplacer. Et vous le rappelez dans ce chapitre-là sur les nouvelles technologies, que dans le fond, les nouvelles technologies créent surtout un phénomène d'empilement. Et pas de remplacement. Puis ça, je trouve que c'est une notion qui est intéressante. Qu'est-ce que vous voulez dire par ça? Oui, ben aujourd'hui, on voit l'avancée des panneaux solaires, des éoliennes. On se dit, mais c'est super, le monde va changer, waouh, on va être sauvé. Mais en fait, ce qu'on regarde statistiquement, c'est que ces nouvelles façons de capter l'énergie, ces énergies renouvelables, ne font que s'empiler, c'est-à-dire sur les autres ressources, et donc ne font que combler une croissance de la consommation globale d'énergie qui, elle, ne cesse de croître. Donc, le problème, c'est le même problème que pour le recyclage. Si on veut que le recyclage soit vraiment efficace, il faut faire en sorte qu'on mette fin à cette croissance perpétuelle de l'extraction de ressources, de la même façon que si on veut que nos panneaux solaires et nos éoliennes soient véritablement efficaces, il faut aussi, lutter contre la croissance perpétuelle de la consommation de l'énergie. Puis le problème en ce moment, c'est que les panneaux solaires ne remplacent pas le pétrole, les panneaux solaires et les éoliennes ne remplacent pas le charbon. Et en fait, c'est ça le véritable problème. Et puis pour véritablement assurer une transition énergétique, il va falloir fermer ces industries-là, fermer l'industrie fossile. Et ça, il n'y a personne qui en parle. C'est l'éléphant dans la pièce. La COP n'en parle même pas. Et c'est un scandale. C'est un scandale. C'est un peu comme si votre oncle vous disait « Moi, je suis vraiment écologiste, je suis rendu à 3 bacs de recyclage par semaine. » Oui, mais normalement, ça prendrait plus de bacs, mon oncle Gérard. Imaginons une belle grande maison avec une petite famille dedans, avec une voiture dans l'entrée, et là, on se dit « Hey, on va s'acheter des panneaux solaires, puis on va s'acheter une voiture électrique. » Donc, on passe d'une voiture normale à essence à une voiture électrique, plus des panneaux solaires, plus une batterie Tesla dans le sous-sol. On vient juste de rajouter plein de cochonneries, de matériaux transformés, qui ont été extraits, qui seront peut-être pas bien recyclés. Et en plus, ça donne une satisfaction. On regarde nos panneaux solaires, on regarde le compteur électrique tourner à l'envers, on se dit « Wow! » On vient de... Et c'est de l'errance. C'est un leurre. Arnaud Turia-Cloutier, vous vous attaquez aussi à quelque chose qu'on entend régulièrement dans les chroniques économiques. Puis je veux que vous nous expliquiez pourquoi c'est problématique. C'est le fameux PIB, qui est répété inlassablement, qui est une mesure, en fait, pour savoir si ça va bien économiquement. Les politiciens vont l'utiliser. Et qu'est-ce qui est problématique dans cette notion-là de PIB? En fait, le paradoxe du PIB, c'est qu'il mesure très bien ce qu'il a à mesurer, c'est-à-dire, finalement, les œillères de ce que... Dans les œillères de l'économie capitaliste, on considère qu'il y a de la valeur. Bon. Ouais. Donc c'est les échanges monétaires. Exactement. Donc, le PIB mesure les échanges monétaires, donc les transactions qu'il y a à l'intérieur d'une économie. Ouais. Donc, on parle des achats, des investissements privés, mais aussi des investissements publics. L'ensemble de ces transactions-là, on calcule finalement combien ça représente. Mais évidemment, ce PIB-là, il laisse de côté le coût de la dépollution, le coût des dégâts écologiques. Qui n'est pas comptabilisé. Il n'est pas comptabilisé tant qu'il ne crée pas de l'emploi. Alors là, c'est ça le paradoxe aussi, parce qu'on peut à la fois polluer et donc, par exemple, exploiter du pétrole et donc faire augmenter le PIB, puis on peut en même temps dépolluer, ça fait augmenter le PIB, c'est superbe. Donc, c'est une mesure qui n'a aucune valeur d'un point de vue social. Ouais. Et puis, évidemment, l'éléphant dans la pièce, c'est aussi, le PIB ne mesure pas
tout ce qui est nécessaire à la reproduction sociale, principalement le travail des femmes, parce qu'on est encore dans une société, disons, qui est globalement sexiste sur cet aspect-là, c'est-à-dire que le travail invisible de prendre soin des enfants, de prendre soin des aînés, tout ça est encore trop majoritairement assumé par les femmes, et ce travail-là n'est pas comptabilisé dans le PIB et n'est pas rémunéré. Et c'est aussi ce qui crée notamment le problème qui fait en sorte que, par exemple, les éducatrices en CPE en ce moment font des moyens de pression parce qu'on considère que leur travail, finalement, est peut-être moins important. C'est pour ça qu'il y a un biais qui fait en sorte qu'on les paye moins. Et parlons des infirmières. Ouais, mais si je me permets juste un truc, c'est qu'on dit tout le temps les éducatrices, mais il y a des éducateurs il y a aussi. Godefroy qui est un éducateur autour de la table. J'étais éducateur. C'est comme si publiquement, on assumait que c'est aux femmes de faire ce travail-là. Alors que pourquoi ce serait un métier... Pourquoi il y aurait des métiers féminins, masculins d'abord, mais ensuite, tu sais pourquoi on assume que s'occuper des enfants, c'est la job des femmes. Oui. Mais rappelons aussi les détails de la bonification du salaire des infirmières. C'est sorti dans les journaux ce matin, jeudi, et les congés de maladie sont pénalisés pour les primes que le gouvernement offre aux infirmières et les congés de maternité. Si vous voulez avoir un exemple de négation de la dimension féminine du travail, c'est que vous pénalisez des infirmières parce qu'elles tombent en congé de maternité. Comme si nous, quand on tombait enceinte, c'était pour empêcher la productivité du pays. Puis voyons. Et on ferait pas ça aux médecins. Jamais qu'on demanderait des choses comme ça. C'est quand même... En tout cas, moi, ça m'a vraiment révulsé d'avoir lu ça ce matin. On referme la parenthèse. On va sûrement pouvoir y revenir. Autre mythe que vous déconcrissez... Arnaud Turiac-Cloutier. Je suis sûr qu'Arnaud n'a pas dit ça comme ça. Non. C'est beaucoup mieux formulé. Il faut écouter la science et ça suffira. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant comme chapitre parce que vous dites, bon, évidemment, on n'est pas contre la science, mais il faut faire attention. La science n'est jamais neutre, même en ce qui a trait à l'environnement et à l'écologie. Oui, en effet, la science peut être, contrôlée ou elle peut être intéressée. Il y a énormément d'études scientifiques qui sont commandées par les grandes entreprises. Il y a, des études qui ont été faites dans des conditions plus ou moins éthiques pour justifier des théories soit racistes ou d'autres. Bon, il y a toutes sortes de problèmes liés à la science. Mais évidemment, on n'attaque pas la science pour attaquer la science. Je pense que la science est un lieu de débat très, très important, surtout dans un contexte où il y a un contexte complotiste où on remet beaucoup en question l'autorité scientifique. Oui, c'est ça, il faut faire attention. Il faut faire très attention. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est que non, il faut évidemment s'appuyer sur le savoir scientifique pour mieux connaître, les enjeux écologiques auxquels on fait face et la question des limites planétaires, mais il ne faut pas s'en remettre aux scientifiques pour savoir quoi faire. Voilà. Parce que la science, dans le fond, mesure les efforts de réduction à faire, mais ne nous dit rien sur comment y arriver. Et de plus, mais vous rappelez quand même que même les rapports du GIEC sont soumis à des pressions politiques. Ils ne tombent pas du ciel comme ça, du troisième monde de Platon. En effet, et on le remarque, il y a eu une dernière fuite, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais une fuite sur le rapport du groupe 3 du GIEC qui va sortir au courant du mois de mars 2022, si je ne me trompe pas. Et des scientifiques ont décidé de faire des fuites de ce rapport-là pour éviter que les meilleurs passages de ce rapport-là soient caviardés. Mais oui, et puis c'est assez intéressant parce que finalement, dans ce rapport-là, on se met à considérer des perspectives hétérodoxes en économie, des perspectives critiques de la croissance, excusez-moi, critiques du capitalisme. Qu'est-ce que ça veut dire exactement des perspectives hétérodoxes de l'économie? C'est une bonne question. En effet, c'est-à-dire qu'auparavant, on a ce qu'on appelle une domination, une hégémonie au sein des sciences économiques de ce qu'on pourrait appeler la théorie néoclassique. L'idée qu'il y aurait un marché qui fonctionne à l'offre et à la demande à partir d'individus rationnels, etc., etc. C'est la main visible. Exactement. La main visible du marché. Voilà. Et quand on se met à ouvrir et à décortiquer réellement ce qui se passe dans l'économie et à s'ouvrir à des pensées un peu plus complexes du rapport entre économie, écologie et société, là, on se met à faire de l'économie hétérodoxe, mais qui est de l'économie beaucoup plus intéressante. Ah ouais. Donc, plusieurs doxa, dans le fond, c'est que tu as plusieurs dogmes en même temps que tu acceptes de considérer. Non, au contraire, on cherche à se débarrasser de certains dogmes, disons, dans l'économie hétérodoxe. Par exemple, dans l'économie écologique, on part du principe que l'économie est à l'intérieur de la société, n'est pas le tout de la société, puis que la société est à l'intérieur de rapports à des écosystèmes, une abstraction qui n'est pas prise en compte par l'économie néoclassique. Bon, parlons du 11e mythe. Il y en a d'autres, là. On va pas tous les énumérer parce que je veux quand même que les gens lisent le livre. Là. Sinon, si on les fait toutes, les gens vont faire « OK, pas besoin de lire le livre.
le mythe numéro 11 qui nous amène vers la prochaine partie du livre, qui est justement la planification. Qu'est-ce qu'on fait? C'est le mythe, on ne peut pas sortir du capitalisme. Ça, c'est ce que les gens disent, dans le fond, c'est que ça serait le meilleur système. En fait, c'est le moins pire des systèmes économiques. Et il n'y a rien à faire pour sortir de ça. Et pour vous, en fait, la clé, c'est d'en sortir, justement. Et là, ça nous amène vers le mythe 12, la planification. Et là, évidemment, moi qui est un enfant de la guerre, un enfant de la guerre froide, je suis pas né dans les années 50, mais la guerre froide, quand j'ai grandi, c'était omniprésent. La chute de l'URSS en 89 a démontré que, dans le fond, le capitalisme était le dernier système qui fonctionne. Vous nous ramenez pas au communisme, évidemment, mais à des stigmates, je pense, qui sont dans la population, qu'on ne peut pas planifier l'économie. Mais c'est quand même ce que vous proposez, en partie. Bien, il faut... Le GIEC le dit dans son rapport qui va sortir au mois de mars 2022. Il nous faut une descente énergétique. Alors, la question, c'est de savoir comment on organise cette descente énergétique à l'échelle mondiale. Si on la fait de manière désordonnée, soit elle ne se passera tout simplement pas, soit on n'arrivera pas à nos fins, soit elle se fera de manière autoritaire. Donc, il nous faut, d'une manière ou d'une autre, planifier cette descente énergétique-là. Ouais. Puis là, la question, c'est de savoir comment on planifie. Ouais. Est-ce qu'on veut qu'il y ait un premier ministre ou un président qui décide avec son cabinet comment on va planifier cette descente énergétique-là, ou est-ce qu'on veut la planifier de manière démocratique? Ouais. Je pense que c'est ça l'enjeu du débat. C'est pas de savoir s'il faut planifier ou pas. Aujourd'hui, si on veut être en mesure de répondre à nos besoins dans les limites planétaires, on est obligé de passer par une réflexion sur la planification. Ouais. Bon, et c'est ce que vous proposez, une économie planifiée démocratiquement. Et vous le dites dès le début, d'ailleurs. Vous démontrez pourquoi ça n'a pas fonctionné en URSS. En fait, vous êtes conscient que les gens qui vont lire le livre vont tout de suite faire ce réflexe-là. C'est-à-dire qu'on l'a essayé dans le communisme et ça a été un désastre. Oui, en effet, puis il faut le répéter, ça a été un désastre. Mais il y a des raisons pour lesquelles ça a été un désastre. Et d'abord, ces raisons-là ne sont pas liées à la planification en tant que telle. On peut même considérer qu'elles sont liées au fait qu'il y a eu une mauvaise, ou disons une très faible planification, qui est en bonne partie liée à l'absence de droits démocratiques, à l'incapacité pour les travailleurs et les travailleuses sur le plancher en URSS de pouvoir faire remonter l'information économique importante pour être en mesure de concilier, de faire en sorte qu'il y ait un certain équilibre dans l'économie. Puis après, le problème de l'URSS, c'est qu'elle était évidemment prise dans une guerre froide avec les États-Unis, et puis qu'elle a consacré l'essentiel de ses ressources à l'industrie lourde. Donc, ça a créé une série de problèmes structurels qui ont complètement mis à terre ce système-là. Ils l'ont rendu dysfonctionnel. Ouais. Bon, après... c'est ça, il faut être en mesure de, je pense, de passer un petit peu ce sophisme qu'on entend beaucoup dans les cours d'école. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on devrait être capable d'être assez mature pour discuter de planification sans qu'on nous rabatte toujours à l'idée que la planification signifie nécessairement l'URSS. Ouais. Bon, de toute façon, vous le dites aussi dans cette partie-là, cette proposition-là, on va la développer, mais ça vise surtout à stimuler l'imagination et réfléchir à un autre monde, dans le fond. C'est ça. Oui. Cela dit, il y a quand même un plan que vous proposez. Il y a une façon de faire pour développer une économie planifiée démocratiquement. Il y a 3 enjeux. Gestion des entreprises. Deuxième niveau, la consommation des particuliers. Il faut l'organiser aussi. Et le troisième niveau, l'organisation globale de la production. Commençons par... le premier niveau, la gestion interne des entreprises. Il y aurait un changement de culture majeur à proposer. Oui, la première chose à dire, c'est qu'il nous faut démocratiser finalement la structure de l'entreprise. Il faut faire en sorte que les travailleurs et les travailleuses soient consultés sur à la fois évidemment leurs conditions de travail, mais aussi la qualité des produits qu'ils veulent, produire pour le bien social et qu'ils soient consultés sur l'organisation du travail et également qu'il y ait la communauté limitrophe d'une entreprise qui puisse avoir, son mot à dire parce qu'une entreprise est toujours prise dans un milieu social, dans une région. Au-delà des consommateurs, là, c'est-à-dire la population, le milieu où les gens vivent, les associations de citoyens. Bon, évidemment, il y a une part idéaliste là-dedans, mais qui n'est pas inintéressante. Mais aujourd'hui, où, je dirais, la moyenne des gens consomment à peu près 18 heures de séries télé sur Netflix, évidemment, une plus grande démocratie, ça implique un plus grand engagement. Est-ce que il va y avoir un changement de culture sociétale majeur à faire pour en arriver là?
Oui, en effet, c'est un changement de culture important, mais je pense que les gens, lorsqu'on leur donne du pouvoir, puis qu'on leur donne véritablement une voix au chapitre et pas seulement une vague consultation, puis qu'ils peuvent avoir un vote effectif aux 4 ans, mais je pense que les gens ils sont intéressés à regagner du pouvoir sur leur vie, sur leur quartier, sur leurs entreprises. Et donc, à ce titre-là, je pense qu'on pourra, contrebalancer cette culture de Netflix du divertissement, dans la mesure où, finalement, la culture du divertissement, elle sert surtout à répondre, à mon avis, aussi à l'absence réelle de liberté et de pouvoir qu'on a sur les milieux de travail. Je pense qu'une bonne partie de notre consommation est en grande partie liée à une réponse. C'est une sorte de réponse aussi au fait que dans nos milieux de travail, on a très, très peu de pouvoir, on a très, très peu de liberté. Alors, on la recherche où? Là où il nous reste un petit peu de marge de liberté, c'est dans la consommation. Donc, dès qu'on change aussi les rapports de production, on se met aussi à changer la façon dont on conçoit notre consommation puis notre temps libre. Au deuxième niveau, la consommation des particuliers. Et là, il y aurait aussi une organisation, en fait, une refondation de la façon qu'on décide quels produits seront sur le marché. Donc, il y a un aspect consultatif. Vous dites qu'on peut encore faire utiliser les études de marché, mais on va peut-être changer les critères, entre autres, pour voir naître ou non un produit. Comment ça pourrait s'organiser, cette portion de consommation? Il y a beaucoup de choses qui, dans la consommation, peuvent être planifiées sans qu'il y ait beaucoup de débats extrêmement longs sur la question des produits de base comme du pain ou d'autres. Mais après, il y a évidemment, une structure de l'organisation qu'il faut pouvoir mettre en place. Donc, il faut pouvoir à la fois que les organisations citoyennes puissent s'exprimer sur les plans, s'exprimer sur qu'est-ce qu'on va produire, à quelle échéance, à quelle qualité. Et donc ça fait partie quelle empreinte écologique. Quelle empreinte écologique. Et tout ça, ça doit se faire aussi éclairé par un savoir scientifique. Donc là, le savoir scientifique joue un rôle aussi dans la planification démocratique de l'économie. Mais évidemment, le savoir scientifique joue un rôle qui est celui uniquement de dire quelles sont les conséquences d'une action possible. Mais si on décide de faire X ou Y, évidemment, ça doit appartenir à la démocratie économique. Ça doit appartenir à l'ensemble des citoyens et citoyennes. Et les consommateurs auraient un mot à dire dans ce que vous proposez comme économie planifiée démocratiquement. Et c'est quand même intéressant parce que c'est rarement le cas. Ben oui, en effet, c'est très important parce que aujourd'hui, on dit que les consommateurs, ce sont eux qui décident. Mais bon, d'une part, on s'en est déjà parlé, ce ne sont pas eux qui décident les quantités d'emballage, la qualité des produits. Mais en plus, ils décident seulement en achetant. Il n'y a jamais eu d'assemblée où on se met à discuter, à délibérer. Les assemblées, c'est pas seulement une perte de temps. Bien au contraire. Bien sûr, ça prend du temps, s'assembler, discuter, mais souvent, vous en avez peut-être fait l'expérience dans vos milieux de travail ou à l'école ou ailleurs, quand on se rencontre, souvent aussi, on change d'avis parce qu'on évolue, puis on réfléchit, puis on se met à délibérer sur des enjeux qu'on n'avait peut-être pas remarqués au départ. Donc, développer une démocratie économique, c'est aussi redonner sa part belle à la rationalité collective, à l'intelligence collective des gens. Puis les gens ont une conscience de qu'est-ce qui fonctionne dans leur usage, quels sont les produits qui marchent bien, quels sont les problèmes dans les marchandises qu'ils achètent. Et ils peuvent avoir leur mot à dire là-dessus. Et ils devraient avoir leur mot à dire là-dessus si on veut pouvoir répondre aux besoins dans les limites planétaires. Godefroy? Moi, j'écoute attentivement, puis c'est comme si mon cerveau refusait d'aller rêver de ce côté-là, parce que, vous l'avez dit, on vote aux 4 ans avec un pouvoir finalement assez limité, il ne faut pas se compter d'histoire. Le vrai pouvoir est économique, c'est les géants qui influencent les grands vecteurs de politique un peu partout dans le monde. Et si jamais on veut déstabiliser le pouvoir, puis ramener plus de pouvoir décisionnel aux gens, ou à la vraie population, puis leur faire participer à l'élaboration de stratégies, de choix économiques, mais ceux qui ont le pouvoir en ce moment vont se braquent déjà et ont tellement de ressources pour s'assurer que ça ne bouge pas. Et eux autres n'ont pas des comptes à rendre à l'humain qui va être sur la Terre dans 60 ans. Ils ont des comptes à rendre à leurs actionnaires, à se maintenir au pouvoir. Puis mon impression, c'est que c'est un monstre, immuable. Et quand on écrit un livre comme ce que vous avez fait, il y a une partie de vous qui doit y croire, en quelque part. Puis comment vous pouvez imaginer déstabiliser un truc aussi
aussi solide. C'est un monstre. On peut supposer qu'ils ils vont réagir, ces gens-là. Ils sont déjà en train de réagir, j'imagine. Ben oui, et puis c'est ce qu'on cherche à dire, surtout dans notre livre. Il y a beaucoup d'écologistes puis beaucoup de scientifiques qui arrivent aux mêmes conclusions que nous. Mais ce qu'il faut ajouter, c'est que pour réaliser, par exemple, une sortie des hydrocarbures, il faut confronter certains pouvoirs. On ne va pas s'entendre autour d'une tasse de camomille. Il va falloir confronter l'industrie pétrolière. Puis ça, on ne sera jamais d'accord. Parce qu'évidemment, ils ont des intérêts financiers immenses. Il y a des réserves de pétrole, des réserves de gaz, des réserves de charbon. Il y en a pour faire un réchauffement climatique autour de 16 degrés. 16 degrés, on est tous cuits. Tous et toutes cuits. Bien avant ça. Voilà. Ouais. Bon, faut quand même rappeler que c'est pas une proposition. En fait, vous voulez stimuler la réflexion, à vous amener des pistes de solutions, parce qu'il y a une autre partie du livre, la troisième partie, qui est la partie organisée, où là, vous réfléchissez à comment transformer les gens en militants, et pas en militants radicaux nécessairement, parce que je sais que dans les médias, entre autres, et dans l'imaginaire collectif, le militant est nécessairement radical, mais vous réfléchissez à comment transformer les citoyens en citoyens actifs du changement, on pourrait peut-être le dire comme ça. Entre autres en identifiant, parce que vous dites un des mythes, ça va prendre un leader charismatique, donc un peu d'une façon autoritaire, prendre quelqu'un qui va avoir assez de charisme pour changer les choses de façon autoritaire. Vous, c'est pas comme ça que vous le voyez, en fait. Dans l'histoire, ce qu'on a vu, c'est que les grands changements sociaux ont été menés par des luttes collectives. Puis dans ces luttes collectives, il y a en effet eu des personnages qui ont émergé, qui sont devenus des étoiles de l'histoire, et des beaux personnages de cinéma. Mais derrière ça, évidemment, il y avait des centaines, voire des milliers de personnes. On parle de Martin Luther King, par exemple. Derrière Martin Luther King, il y a eu des centaines de milliers de personnes qui ont lutté aux États-Unis contre la discrimination raciale. Et donc, oui, disons, chaque individu n'est pas réduit à sa portion qu'on lui accorde dans l'économie, c'est-à-dire essentiellement celui de travailler et de consommer. On peut également s'impliquer dans son milieu, que ce soit dans son quartier, dans son milieu de travail, que ce soit dans son université, dans son cégep. On peut apporter une contribution dans la mesure de nos moyens, de notre temps. Et chacun et chacune d'entre nous devrait être, disons, interpellé par cette question-là parce qu'elle nous concerne éminemment. Elle concerne évidemment la survie de l'humanité. Et ça, évidemment, ça nous interpelle au plus profond de nous-mêmes. Hélène? Oui, mettons, là, je sors de l'émission. Y a-t-il quelque chose, un geste simple, concret que je peux faire qui va dans le sens d'une amélioration collective? Quelque chose qu'on peut tous faire, hein, qui impliquerait pas nécessairement de bouleverser les structures sociales, mais qui, à notre mesure, pourrait peut-être aider. La première chose, c'est je vous invite à lire notre livre. Oui, non, mais oui, tout à fait. Oui. Parce que je pense que, évidemment, il faut pas se perdre sur, disons, de fausses pistes. C'est un peu pour ça qu'on a écrit notre livre. La deuxième chose, c'est après, commencer par son milieu. Parce que dans son milieu social, ça dépend où est-ce que vous êtes impliqué, c'est quoi vos fréquentations et tout ça. C'est dans son milieu social qu'on développe des liens de confiance. Et c'est à partir des liens de confiance qu'on est capable de démarrer des luttes collectives, de démarrer des groupes qui s'organisent. Ça peut être une ruelle verte dans son quartier. En partant d'une ruelle verte, peut-être qu'après, on va se dire comment on va faire pour limiter la circulation automobile en général à Montréal? Comment on va faire pour limiter aussi la vente et la production de véhicules utilitaires sport? Ça peut être des questions qui émergent au fur et à mesure de luttes qui sont plus directement liées à notre milieu, puis après qui peuvent nous amener à une dimension plus globale, une dimension plus nationale peut-être. Arnaud Turia-Cloutier, merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. J'espère que j'ai donné le goût aux gens de lire votre livre Pour une écologie du 99%. 20 mythes à déboulonner sur le capitalisme. C'est disponible aux éditions Éco-Société. J'invite vraiment les gens à lire ce livre-là parce que les trois parties sont pertinentes pour des raisons différentes. Oui, on déboulonne des mythes. Et ça, je pense que... Moi, je dirais que c'est la partie qui presse le plus pour le lectorat. C'est parce que là, on n'a pas parlé... vous parlez de la Chine, entre autres, ce mythe-là que c'est la faute de la Chine. Puis je sais que les gens nous écoutant vont dire, oui, mais même si moi ou le Québec, on fait quelque chose, il y a la Chine qui pollue tellement plus. Et vous le dites, dans le fond,
la Chine sous-traite notre propre pollution, entre autres. Alors, il y a plein de chapitres comme ça, hyper pertinents, hyper intéressants. Merci vraiment beaucoup. Vous êtes professeur de philosophie au Collège Brébeuf, entre autres, et doctorant en sociologie. Merci d'être venu à l'émission. Godefroy, Hélène, merci. L'épisode est pas fini. Tantôt, on va aller parler à un nouveau chroniqueur qui va nous parler de la Pologne, notre nouvelle antenne européenne, Philippe Couture, qui va nous parler de ce qui se passe. En fait, c'est le même mouvement qui a balayé l'Angleterre, le Brexit, est en train de prendre racine en Pologne, entre autres. Et je trouve que la Pologne, on n'en parle pas tant que ça. Oh non. Hélène! Ben oui, ma maman est polonaise. Vous nous avez dit donc, ça. on suit ça. Vous avez une identité multiple. Ben, tout à fait. Donc une richesse, comme on dit dans les milieux. Ouais. Mais ça va pas bien en Pologne. Bon. Et la question de l'avortement, voilà. le Polexit, je sais pas comment on va appeler ça, mais ça Alors, va je pas vous laisse bien. aller, puis moi, je m'en vais tout de suite rejoindre Philippe Couture en direct de l'Europe. Merci, Fred. Merci. Merci. Alors voilà ce qui conclut ce 4e épisode de la balado. Là, je sais, vous êtes surpris un peu parce que j'avais annoncé qu'on allait avoir Philippe Couture en direct de Bruxelles. De Bruxelles, dis-je. Bruxelles. Il y en a qui disent Bruxelles, hein, encore. Je disais ça avant, mais on m'a rééduqué. Alors, oui, on devait entendre Philippe Couture, nouveau chroniqueur, qui devait nous parler de la Pologne, mais là, Philippe est extrêmement occupé. Moi aussi, et le moment d'enregistrement qui devait avoir lieu, c'est-à-dire vendredi hier, finalement, ça n'a plus été possible. Puis là, je me suis dit, on va remettre ça, dans le fond, à un épisode subséquent, qui sera l'épisode 6. Parce que la semaine prochaine, nous serons à Québec. Je serai à Québec pour un épisode avec sur le patrimoine québécois, organisé par le Conseil du patrimoine vivant du Québec. Ça fait longtemps que je voulais faire cet épisode-là. Alors, on va le faire. C'est à Québec. C'est devant le public. On l'enregistre aujourd'hui, samedi, à 13h au Musée de la Civilisation à Québec. Alors, si vous nous écoutez ce matin et que vous êtes à Québec, vous avez envie de venir assister à l'enregistrement, ça sera devant le public. C'est au Musée de la Civilisation. Et on va parler de musique trad, oui, mais on va sortir un peu du trad musical pour parler du patrimoine vivant. Je veux pas en dire trop, je veux piquer votre curiosité pour que vous prêtiez l'oreille à cet épisode, mais on va sortir un peu de l'actualité, puis on va être vraiment dans une réflexion sur le patrimoine vivant. Oui, sur le trad, sur la musique trad, évidemment, on aura des femmes, entre autres, qui sont impliquées les deux mains dans la musique trad, parce qu'on a l'impression que c'est une affaire de gars beaucoup, le trad. On a toujours l'impression que le trad est un peu en retard, malheureusement. Mais c'est pas vrai. Alors voilà, donc ce sera l'épisode de la semaine prochaine, l'épisode 5, et on revient avec des chroniqueurs et des invités pour l'épisode 6, entre autres Philippe Couture qui va nous parler en direct d'Europe. Un petit mot sur la campagne de financement qui va très bien, on est à 45%. Ça commence tranquillement, mais en même temps, 45%, on a presque la moitié de l'objectif. Là, je sais qu'on est encore en train de faire le ménage dans les listes. Vous allez recevoir tous ceux qui doivent recevoir des infolettres, les donateurs, parce que c'est ce que j'offre cette année, une infolette chaque semaine avec une vidéo. Chaque semaine, je ne l'ai pas commencé encore parce qu'on ne veut pas solliciter des gens 2 fois et envoyer une infolette à des gens qui n'y auraient pas droit. Il y a un gros ménage à faire là-dedans, mais j'ai tellement un automne débile. C'est une bonne nouvelle parce que je suis occupé, mais j'ai pas eu le temps de faire, entre autres, tout cet aspect-là de faire le ménage dans les listes d'envoi, parce que je sais que les auditeurs, les auditrices, vous voulez avoir un contact via l'infolette. Là, beaucoup de gens m'ont demandé ça, mais il faut le faire intelligemment parce que ça peut être gossant, des infolettes, quand on en reçoit trop, ou on les reçoit et on les a pas demandées. Alors voilà, mais tout ça s'en vient. Ne vous inquiétez pas. Donc, pour participer à la balado, nous, on suggère un 60$ par année, ce qui équivaut à 5$ par mois, ce qui équivaut à peu près à 1,50$ par épisode, parce qu'on va vous offrir encore cette année une 40aine d'épisodes. Moi, je veux que tout le monde soit payé sur ce projet-là. Il y a un aspect recherche aussi que je veux développer et que je veux payer aussi pour la recherche pour me donner un coup de main et former ces gens-là aussi, parce que on parle de communauté, je trouve que ça fait partie de la mission que j'ai envie de faire. C'est peut-être ambitieux. Vous saurez me le dire si jamais on n'atteint pas l'objectif, mais j'ai très confiance qu'on l'atteigne. Donc, c'est 80 000 l'objectif. L'an dernier, c'est 60 000. On l'a dépassé à 65 000. Et là, cette année, j'ai décidé de mettre la barre un peu plus haute. Ça prend de l'ambition.
D'ailleurs, on m'a déjà reproché des auditeurs dans les autres années qui trouvaient que j'étais pas assez ambitieux. Alors, vous voyez, je m'adapte, je vous écoute. Donc, voilà. Et pour donner, vous avez 3 façons. Vous allez sur lefredsavard.com et vous allez avoir des boutons « Supporter le projet ». Vous pouvez faire des participations mensuelles, des dons uniques. Je vous dirais, j'ai beaucoup insisté sur le don mensuel les autres saisons, mais je vous dirais qu'à l'usage, je me rends compte que à peu près 30% des gens, vous étiez à peu près 1200 donateurs, donatrices l'an dernier. 30% le faisaient via un don mensuel et 70% l'ont fait via un don unique. Donc ça peut se faire soit par PayPal ou par Stripe. 2 plateformes sécuritaires pour faire des participations, pour donner en fait de l'argent. Et sinon, par virement Interac, il y a plusieurs personnes qui l'ont fait déjà via le courriel baladofredsavard@gmail.com. Donc voilà, je sais qu'il y a des gens qui ont donné beaucoup de gens ont donné l'année passée et n'ont pas encore refait leur participation pour cette année. Donc, entre autres, ces gens-là recevront très, très, très bientôt une infolettre. Et les donateurs aussi, très, très bientôt. J'espère la semaine prochaine, vous aurez droit, les donateurs de 60$ et plus, vous aurez droit à votre infolette hebdomadaire. Ce contact-là que je veux avoir avec vous, plus direct, plus intime aussi, d'une certaine façon. Ça sera via une vidéo, en fait, mais qui sera exclusive aux donateurs. Alors, voilà. Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode sur le patrimoine vivant du Québec. Et sinon, faites attention à vous. Bonne semaine. On se retrouve très bientôt dans vos oreilles.